Bonjour à toutes et tous. Merci d'être parmi nous. Donc on a décidé d'aborder une table ronde sur la question de s'engager ensemble, praticiens, gestionnaires, étudiants, sur des thèmes à enjeu. Et donc les discussions qu'on a eues les uns avec les autres au cours de l'année, c'était de se dire finalement les chaires, est-ce que ce ne serait pas une option possible H2O Lyon, la communauté lyonnaise, Lyon-Saint-Étienne, constitue un terreau intéressant pour les interactions sciences-société, scientifiques, gestionnaires. Et donc, on se disait, pourquoi on ne pourrait pas essayer d'imaginer, de co-construire ensemble, en quelque sorte, des dispositifs permettant de produire des connaissances et de les partager. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à se dire, finalement, le système de chaires existe, est-ce que c'est possible sur le site lyonnais? Et donc, on a commencé à constituer cette table ronde avec Élodie et avec Le Gray, qui est notre partenaire historique pour travailler ces interactions sciences-société. Merci Hervé. Je tiens d'abord à remercier Anne Clément, qui est directrice de la ZABRE et qui a œuvrer pour préparer ces éléments, trouver ces super intervenants et établir les éléments de discussion et de débat aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut dire qu'on a un sacré terreau lyonnais et on en discute avec Agathe Eusen en disant on a la chance d'avoir un historique, on a cette nouvelle dynamique H2O Lyon qui est une opportunité extraordinaire et on est toujours dans la recherche de nouveaux supports ou de nouvelles méthodes pour renforcer ce lien entre praticiens, scientifiques, formation et réussir de beaux projets. C'est pour ça qu'on est allé chercher 3 exemples complémentaires, 3 chaires. Alors, on a Brice Mourier à côté de moi qui est aujourd'hui chercheur au LENA de l'ENTPE, mais qui est spécialisé dans les sédiments, la géochimie des rivières et certainement d'autres sujets, puisque tous ceux qui sont là sont très transversaux finalement, un peu pluridisciplinaires. Et de 2013 à 2016, vous avez animé la chaire d'excellence grande retenue et qualité des eaux, donc GRQE, à Limoges. Vous allez nous faire un retour sur cette chaire, son fonctionnement, ses objectifs. Luc Aquilina, professeur de géosciences à Rennes, et vous êtes titulaire, si j'ai trouvé le terme, titulaire de la chaire Eau et Territoire, qui est sur la fondation de l'Université de Rennes, et vous nous expliquerez aussi comment elle fonctionne. Et enfin, Sandra Séchin, qui est responsable de projet et référente communication au niveau du centre AgroParisTech de Montpellier, et donc l'une des personnes ressources de la chaire Eau pour tous, qui est une chaire AgroParisTech et Suez. Et pareil, vous nous raconterez vos travaux. Et puis enfin, on a à distance Vivien Vergès. Je ne sais pas si vous êtes là, Vivien. Alors, Vivien est responsable des contrats de recherche privés et partenariaux au niveau de l'ENS, au sein du service valorisation. Et donc, on comptait sur lui aussi, on compte sur lui, je suis sûre qu'il va nous rejoindre, pour nous faire un petit éclairage sur les aspects juridiques et voire financiers du portage des chaires. Voilà pour la présentation des intervenants. Je te cède la parole, Hervé. Merci, Élodie. Donc, on rentre dans le vif du sujet avec la première chaire, celle de Limoges que va nous présenter Brice. Alors, il y a quelques années, j'étais allé à un des séminaires de la chaire et j'avais été impressionné par la dynamique collective. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de cette chaire? Les objets, le projet, les limites, les réussites également que vous avez acquises. Oui, merci Hervé, merci pour l'invitation. Pour mon témoignage, c'était bien pour moi de refaire le point après 3-4 ans ici à Lyon. Donc effectivement, j'ai coordonné la chaire grande retenue et qualité des eaux, donc qui était portée par l'Université de Limoges au niveau du laboratoire GRES, groupement de recherche eau, sol, environnement. C'était financé à 90% par EDF
et c'était porté au niveau administratif et financier par la fondation partenariale de l'Université de Limoges. Donc, en gros, mon contrat et le contrat des doctorants étaient gérés par la fondation partenariale et le financement, c'était en mode mécénat de mémoire. Donc voilà, juste, je tiens à rappeler quelques éléments de contexte pour expliquer comment cette chaire elle a été mise en place. C'est assez singulier, hein, j'imagine, comme toutes les chaires ou comme tout dispositif de recherche, comme H2O, comme tout autre dispositif. Tout d'abord, il y a déjà un élément qu'on ne peut pas cacher, c'est que dans cette zone, dans l'ancienne région du Limousin, il y a le bassin de la Vienne, il y a le bassin de la Dordogne, et puis il y a environ 90 retenues liées à des barrages, dont à peu près 30% sont des grands barrages. Donc il y a ce paysage-là qui est façonné par les grands barrages. Deuxièmement, il y a un certain nombre d'acteurs de l'eau qui sont finalement assez nombreux dans ce territoire qui est rural. Donc ce sont bien sûr, je ne vais pas revenir en détail, mais ce sont des EPTB, des services de l'État, des industriels comme EDF et la CHEM. Et puis ce sont des scientifiques qui discutent depuis une dizaine d'années sur la probable création d'un observatoire des grandes retenues. Un troisième point aussi sont quelques enjeux sanitaires, c'est-à-dire qu'il y a des interdictions de baignade régulières sur ces retenues, notamment en lien avec des inflorescences de cyanobactéries. Il y a quelques problèmes de pollution, mais très très localisés. Il y a des enjeux liés aux éclusées. Vous avez sûrement entendu parler des éclusées dans le bassin de la Dordogne, par exemple, qui génèrent de nombreuses interactions entre les différents acteurs. Il y a la question de la continuité sédimentaire également qui sont bien présentes. Et puis, il y a des échéances réglementaires, notamment la DCE, qui contraint pas mal tous les usagers de l'eau. Et puis, il y a aussi un autre type de contrainte réglementaire aussi, on ne peut plus importante, c'est les remises, certaines concessions qui arrivent à terme. Donc, certaines concessions de barrages ou de groupements d'usines qui arrivent à terme. Et je dirais que c'est ces deux derniers éléments qui ont déclenché le fait qu'on va créer une chaire ou pas. Ça, c'est très rétrospectif, hein, mais faut être très concret. Qu'est-ce qui a fait que quelqu'un a fait un gros chèque? À mon avis, c'est bien ça. C'est les concessions et la DCE aussi. Et d'ailleurs, il y a eu cette chaire-là, et puis il y en a eu d'autres, et il y en a eu d'autres sur d'autres sujets. Enfin, voilà. En tout cas, l'Université de Limoges et la région Limousin étaient très fertiles en chaire il y a quelques années, et peut-être l'est toujours. Donc voilà à peu près pour on va dire le contexte, hein, l'origine de la création de cette chaire. Quelques projets emblématiques. Alors là on arrive sur un projet qui est écrit de manière très globale, et puis il faut structurer la recherche. Donc il faut structurer scientifiquement cette chaire, parce que concrètement c'est pas qu'est-ce qu'on va étudier, où on va l'étudier, ni comment on va l'étudier. Donc cette structuration-là, c'est assez long. Donc voilà, quelques projets emblématiques. On a eu la chance vraiment d'avoir accès aux retenues. On a eu la chance d'avoir accès à la gestion courante des retenues, la gestion événementielle des retenues, enfin des barrages, etc. Donc on nous a en quelque sorte ouvert les portes des barrages, on les a bien compris, on a beaucoup échangé avec les exploitants qui ont des problématiques vraiment très très différentes de ce que peut avoir le milieu scientifique, par exemple. Etc., etc. Et donc cette ouverture-là, ça nous a permis d'asseoir nos connaissances sur le fonctionnement d'une rivière aménagée et du coup également de publier assez rapidement quelques articles dans des grandes revues. Deuxième projet emblématique, c'est par exemple sur le cycle du phosphore en lien avec les cyanobactéries dont je parlais tout à l'heure.
avec un focus, par exemple, sur le rôle du compartiment sédimentaire dans la dynamique du phosphore au sein des retenues. Un troisième projet avec un peu moins d'envergure, c'était un projet qu'on avait sur l'intérêt économique et touristique lié aux retenues, qui a permis de pas mal avancer sur l'attrait touristique que peuvent avoir les grandes retenues dans cette région. Ça, c'était thématiquement un peu loin des autres champs, mais ça a été très très intéressant. Là, par exemple, la création de journées thématiques régulières, où on avait notamment invité Hervé, mais d'autres aussi, où là, on avait voilà, un amphi qui était à peu près du même gabarit que celui-là, qui était plein, ce qui était assez rare à l'université de Limoges. Voilà à peu près. Avec un public mixte, voilà, ouais, un public très très mixte, scientifiques, praticiens, etc. Et des présentations scientifiques, praticiens aussi. Alors les clés de la réussite de cette chaire, c'est tout d'abord d'arriver, et bon, c'est pas unique à cette chaire, mais c'est vraiment d'arriver à transposer des problématiques opérationnelles en questions scientifiques avec tout le monde autour de la table. Et ça, pour moi, c'est vraiment un des enjeux les plus importants. C'est trouver un langage commun par rapport à une question, un problème, un enjeu donné, pour pouvoir pour que tout le monde puisse discuter autour de la table. Ça, pour moi, c'est très, très important, tout en gardant la spécificité des chercheurs, c'est-à-dire le volet un petit peu exploratoire et novateur qu'on peut avoir sur certains sujets. Ça, pour moi, c'est primordial. La deuxième chose, c'est la relation de confiance qu'il y a à établir entre le chercheur et le praticien. Cette relation de confiance, elle se construit et il faut engager une dynamique de travail entre les deux parties, c'est-à-dire aussi trouver un interlocuteur du côté du financeur, du côté du praticien, qui soit capable, en lien avec les chercheurs, d'avoir des forts liens. Ça c'est primordial aussi. Et puis aussi la valorisation, c'est-à-dire la publication rapide d'articles scientifiques de haut rang, mais aussi la valorisation auprès du grand public. Ici à Lyon, on a la chance d'avoir le Grès. C'est pas partout pareil. Et donc ça, c'est très très précieux. Voilà. Et puis après, la durée. Il me semble que des durées de 3 ans, c'est court pour une chaire. Et que si j'avais une recommandation juste par rapport à la durée, ça serait plutôt quelque chose qui s'étalerait autour de 5 ans, histoire de bien prendre ses marques. Une thèse, c'est pas une chaire, et inversement. Après, peut-être quelques limites. Bon, moi, j'ai été dans une position un peu particulière parce qu'il recherchait un peu l'animal à 5 pattes, c'est-à-dire qu'il va structurer scientifiquement les histoires, qui va valoriser, qui va communiquer, qui va. Donc, de trouver l'animal à 5 pattes, c'est compliqué. Autre chose aussi, dans le contexte très très spécifique de cette chaire, et puis je vais m'arrêter là, c'est la temporalité de l'industriel, qui n'est pas la même que celle du chercheur. Et le jeu d'acteurs localement, qui peut être aussi un petit peu handicapant de temps en temps par rapport aux travaux. Et voilà. Sinon, c'est absolument positif, il me semble. Merci beaucoup, Brice, et ton témoignage. Et, ce premier témoignage est vraiment intéressant. Et ton expérience aussi est très intéressante pour nous. Tu connais les chaires, tu connais le tissu scientifique lyonnais. Et du coup, je pense que pour avancer, tu vas nous éclairer pas mal. Une question, si vous voulez des précisions, ou les uns les autres. On aura un temps de débat ensuite, mais là, on peut prendre éventuellement une question. Moi, j'en ai eu. Enfin, j'en ai eu. Vas-y, Élodie. On a discuté tout à l'heure avec Luc et il me disait que finalement, ce partenariat avec les gestionnaires de l'objet sur lequel ils travaillent leur avait fait gagner du temps finalement dans la construction de la connaissance, parce que les scientifiques étaient peut-être un peu moins hors sol. Et c'est intéressant de voir même si l'initiative de la chaire venait finalement d'une dynamique nationale au niveau de EDF,
vous avez su mobiliser les gestionnaires en local, hein, et ils vous ont apporté dans l'action de recherche, quoi. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Je n'ai pas forcément, mais je... Oui, c'est ça, non, mais tout à fait. On passe à la deuxième. Alors, on va proposer à Luc de nous présenter la chaire Eau et Territoire de Rennes, qui elle aussi, je crois, est ancrée sur une fondation, mais avec de nombreux partenaires. Oui, bonjour, merci de l'invitation. C'est un plaisir de venir à Lyon dans cette journée. Donc, la chaire Eau et Territoire, effectivement, est une chaire de la fondation de l'Université Rennes. Et elle est financée par Eau du Bassin Rennais. Eau du Bassin Rennais, c'est une double structure, collectivité territoriale et société publique locale, qui protège, exploite, traite et distribue l'alimentation en eau potable sur l'ensemble du bassin rennais. Le bassin rennais, c'est un territoire un peu plus large que la métropole de Rennes et ça recouvre 500 000 usagers. Donc c'est une structure assez importante. Alors c'est une chaire qui est née, on avait déjà des rapports, on avait déjà travaillé avec Eau du Bassin Rennais, mais à un moment donné, les élus et les directeurs de Eau du Bassin Rennais ont souhaité être accompagnés réellement par une démarche de recherche, parce qu'ils avaient un certain nombre de questions et parce qu'ils voulaient rentrer dans une démarche prospective, vu la taille qu'ils commençaient à avoir, le territoire qu'ils couvraient. Donc ils se sont tournés vers l'Observatoire de Rennes et l'équipe d'hydrologie de cet observatoire. L'avantage de l'observatoire, c'est qu'on a une porte d'entrée qui permet ensuite d'aller vers différents organismes, les deux universités, INRAE, le HESP, qui sont des gens qui collaborent maintenant au sein de la chaire. Vous pouvez préciser ce que vous appelez l'observatoire ? Oui. Donc, c'est l'Observatoire des sciences et de l'univers de Rennes. D'accord, c'est la structure scientifique. Voilà, c'est la structure scientifique qui a une triple fonction, donc à la fois de recherche, d'observation et de formation, et donc qui recouvre en fait plusieurs laboratoires des deux universités, même si c'est une composante de l'université Rennes. Voilà, elle recouvre plusieurs observatoires. Elle est associée avec le CNRS, avec l'INRAE, qui sont présents et acteurs au sein de l'observatoire. Et Gilles Pinet en a été directeur pendant une certaine période avant de venir jusqu'à vous. Donc il y avait le terreau pour la chaire, enfin en tout cas le terreau scientifique. C'est ça, hein ? Tout à fait. Donc voilà, ce point est pour moi extrêmement important. C'est ce lien, effectivement, qu'on a fait avec les gestionnaires et tout le temps de co-construction qu'il y a eu au début de la chaire. Donc, on a pris du temps pour se rencontrer, comprendre quelles étaient les questions qui se posaient, comment est-ce qu'on pouvait avancer ensemble. Et là-dessus, je voudrais juste insister rapidement sur le fait que c'est effectivement pour nous extrêmement intéressant en tant que chercheurs parce que les questions qui viennent du terrain, eh bien, elles nous amènent vers des questions scientifiques auxquelles on ne serait peut-être pas arrivé tout seul. Juste un exemple, les collègues, donc nos partenaires, nous disaient 2017, ça a été une année terrible, extrêmement sèche, donc niveau d'eau dans les barrages, qui sont leur première source, qui est en train de baisser. Et donc ils nous disaient, mais est-ce qu'on risque d'avoir à nouveau des années 2007, comme 2017 dans le futur? Est-ce qu'on risque d'avoir ça 2 années de suite? Alors, c'est une question qui semblait assez évidente, mais pour nous, imaginer l'impact du changement climatique sur des tendances assez longues, etc., c'est des choses qu'on sait faire. Mais travailler sur des événements extrêmes et leur probabilité, la probabilité qu'ils arrivent 2 années de suite, c'est une question qui est tout de suite beaucoup plus compliquée, d'autant plus que ça passe à travers des structures de barrage, donc des liens entre haute surface ou souterraine. Donc en fait, ça nous amenait vers des très belles questions scientifiques. Donc ça a été extrêmement fructueux de ce point de vue-là. Donc après ce travail de co-construction, on a établi des priorités sur les questions à traiter et on a donc commencé par l'impact du changement climatique sur la ressource en eau, voilà, donc parce qu'ils étaient traumatisés par l'année 2017. Donc ça s'est traduit par la mise en place d'un doctorat. Et ensuite, on a appuyé aussi cette recherche par un financement de la métropole, cette fois-ci, qui a permis de recruter un jeune chercheur
qui a travaillé plutôt sur les liens entre ressources en eau et usage au niveau donc, de l'occupation des sols et impact de la métropole, du nombre d'habitants et de leurs usages, etc. Voilà. Alors, dans les grands points ou les grandes réalisations de cette chaire, donc un travail de modélisation sur l'impact du changement climatique avec une approche très novatrice où en fait on travaille sur les débits dans les rivières, leur intermittence à partir du réservoir souterrain. Donc, ce qui est une démarche qui est assez nouvelle et voilà, sur laquelle on est en train de vraiment beaucoup s'exciter et qui répond vraiment à la problématique qui nous était posée. Et puis actuellement, on travaille sur un second axe qu'on met en place sur le transfert des pesticides, donc y compris d'ailleurs avec des collègues lyonnais sur cette question-là. Et puis la deuxième réussite, elle n'est pas dans le domaine de la recherche, c'est dans le domaine de la formation. Eau du bassin rennais donc, s'intéresse également à nos formations, en particulier Master Sciences de l'eau de Rennes. Et ils sont devenus parrains de cette formation, donc ça veut dire qu'ils interviennent dans les cours, dans les jurys, prennent des stagiaires et on discute avec eux également des orientations, de la transformation de notre formation. Donc c'est extrêmement riche pour nous, c'est vraiment un partenariat qui est tout à fait fécond. Alors, pour terminer sur les points forts ou les points faibles, je commence par les points faibles. Des fois une certaine complexité administrative. Bon, ceci dit, notre monde est devenu un océan de complexité administrative, je pense dans tous les domaines, mais dans la recherche, où on est obligé d'avoir 3 ou 4 projets pour assurer un ensemble de recherche. Donc, c'est pas nouveau, mais les chaires rentrent dans le dispositif ne simplifient pas forcément, même si c'est quand même un outil intéressant. Le fait que la fondation, la structure de fondation n'était pas forcément complètement adaptée à la démarche qu'on peut avoir directement avec les partenaires. Ça, c'est peut-être pour les points négatifs. Pour les points positifs, le premier, c'est une question de lisibilité. Si vous arrivez à un endroit et vous dites, ben voilà, je dirige une thèse actuellement sur l'impact du changement climatique sur la ressource en eau, on dit très bien, c'est un chercheur qui fait de la recherche. Si vous dites, voilà, je suis titulaire d'une chaire qui travaille sur l'impact de la ressource, du changement climatique sur la ressource en eau, ça fait plus classe tout de suite. Et donc, voilà, on vous écoute un petit peu plus. Bon, au-delà de la boutade, c'est un vrai outil intéressant en termes de communication, en termes de diffusion, qui attire l'attention, qui regroupe un certain nombre de chercheurs. Et le deuxième point extrêmement positif, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est vraiment un cadre intéressant de co-construction. Une chaire, elle n'est pas pensée comme étant juste un travail de recherche à un moment donné, mais vraiment comme une collaboration entre acteurs et chercheurs. Et ça, c'est vraiment la grande richesse du dispositif. Merci Luc pour ce témoignage. Ce que je ressens aussi, ce que tu dis, c'est qu'il y a toute la partie co-construction et puis finalement vous avez démarré en priorisant sur une thèse changement climatique. Est-ce que c'est un appât? Est-ce que c'est ce premier pas qui a permis de développer la suite et comment est-ce que c'est nécessaire finalement d'amorcer avec un objet, une étude, un travail et que c'est comme ça qu'on peut faire grossir le projet? Est-ce qu'on a besoin de convaincre finalement avec un premier projet? Alors, dans ce cas-là, non. On avait déjà eu des projets de recherche, on avait déjà eu des relations, et vraiment, à un moment donné, quand on a fait la première rencontre et qu'on a parlé d'une chaire eau et territoire, elle était volontairement pas ciblée. Donc, c'est vraiment le travail de discussion qui fait qu'après, voilà, on a priorisé les choses. Donc, je pense qu'ils seraient venus vers nous de toute façon, même s'ils n'avaient pas eu, s'ils avaient eu une question précise. Ça n'a pas été nécessaire. En revanche, je pense qu'effectivement, ça aide pour qu'il y ait une confiance qui se mette en place et qu'on soit aussi un petit peu un attracteur pour aller chercher d'autres chercheurs pour répondre à leurs questions et qui se tournent en fait vers nous plus facilement. Je pense qu'il faut effectivement bâtir le cadre global, mais après le démarrage, lui, peut être en biseau en fait. Mais il faut, comme tu le dis, effectivement bâtir le cadre global de partenariat au départ. Est-ce qu'il y a une question spécifique sur cette chaire eau et territoire ancrée sur le territoire de Rennes?
Tu as fait presque la passation sur la communication. Moi Ouais, j'en avais une une. finalement, Elodie, pour continuer sur ce que tu as lancé là. Donc vous travaillez avec les acteurs du bassin rennais. Comment ces acteurs se sont agrégés? Est-ce que vous êtes parti avec un et il y a eu un ensemble d'acteurs qui sont impliqués? Comment s'est fait cette construction? On a parlé de l'agrégation ou de l'implication des scientifiques, mais cette dimension-là, elle est intéressante aussi. Alors, au du bassin rennais, donc j'ai dit, donc c'est 500 000 usagers, donc aujourd'hui c'est vraiment une très grosse structure qui s'est construite en fait depuis une dizaine d'années. La création c'était 2011 et depuis c'est une structure qui a grossi. Donc à partir d'un certain nombre de syndicats qui se sont regroupés. Donc à l'époque en fait, avant nous on avait eu des relations avec certains de ces syndicats parce qu'on avait nos sites d'observation, parce qu'ils avaient des questions particulières. Donc là, la chaire, elle est vraiment construite avec uniquement eau du bassin rennais. Mais aujourd'hui, on est aussi en discussion avec eux sur le fait d'étendre vers d'autres partenaires, donc potentiellement la région, le syndicat qui couvre l'ensemble du département, et puis un EPTB qui couvre l'ensemble de la Vilaine, donc qui est un territoire encore plus grand. Donc voilà, c'est aussi là ils deviennent eux-mêmes acteurs en fait de l'évolution de la chaire et de son élargissement à partir des thématiques de recherche qu'on a menées ensemble. Merci pour cette présentation de cette chaire sur. Ah, Bernard. Tu ouvres à la suite peut-être, mais... Oui, donc je ne sais pas si tout le monde a entendu, la question c'est de savoir si la chaire est uniquement portée par des collectivités ou s'il y a également des industriels. Donc actuellement, c'est essentiellement donc, un acteur collectivité territoriale, mais dans la phase d'élargissement sur laquelle on réfléchit actuellement, on est aussi en fait en train de travailler actuellement avec des industriels qui sont eux-mêmes partenaires de la collectivité. Merci. Donc du coup, effectivement, Bernard, tu fais la transition aussi avec le troisième témoignage de Sandra Séchin qui coordonne du coup une chaire sur Montpellier. Et cette chaire, c'est AgroParisTech Suez. Elle a une dimension formation importante et notamment elle est ouverte sur les pays du Sud. Oui. Sandra, est-ce que tu peux nous en dire plus? Mais avec plaisir. Bonjour à tous. Alors, c'est la première fois que je fais cet exercice, puisque mon directeur m'a abandonné lâchement. Donc, voilà. Donc, effectivement, par rapport à ces messieurs, la chaire que je représente est née un petit peu à l'envers. C'est-à-dire qu'elle a été initiée par le groupe Suez, sa fondation plus particulièrement, qui... a décidé d'investir des fonds pour développer des capacités, on va dire, de management et d'accès surtout à l'eau et à l'assainissement pour tous dans des pays en voie de développement ou en transition. Donc, pour pouvoir porter cette chaire, ils avaient besoin d'être représentés par un corps d'enseignement supérieur, parce que sinon le diplôme qui allait en découler ne serait pas reconnu. Donc, le dialogue a commencé par quelle école pourrait porter notre diplôme et accepter en fait une chaire au sein de son établissement. Donc à l'époque, donc cette chaire que je représente a commencé en 2009. 2009, les discussions ont commencé. Et donc Suez s'est tourné vers AgroParisTech, qui à l'époque ne s'appelait pas AgroParisTech, c'était l'union de Mintech, Paritech, Télécom et l'ENGREF. Au fil du temps, tous ces établissements se sont réunis, voilà, parce que nous on parle en deux langues, donc des fois il y a des mots en anglais qui m'arrivent plus facilement qu'en français. Donc c'est devenu AgroParisTech. Donc, la collaboration s'est faite. Donc, le groupe Suez a apporté des fonds, AgroParisTech a apporté son enseignement supérieur. Donc, comme le domaine était l'eau et l'assainissement,
il a été convenu que cette chaire aurait comme base de travail Montpellier, puisque pour AgroParisTech, nous sommes le centre représentant de l'eau, avec également Supagro et maintenant le centre UNESCO Ice Reward, lequel on fait aussi partie. Donc moi, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas chercheur, je vais vous parler de la chaire du point de vue administratif, logistique, financier et formation. Donc pour une chaire, comme mes collègues l'ont dit, il faut de l'argent. C'est un petit peu le nerf de la guerre, parce que si vous n'avez pas d'argent, ben, vous ne pouvez pas avoir d'auditeurs, vous ne pouvez pas avoir de projet, vous ne pouvez pas être supporté. Donc, c'est associé aussi à Suez, à l'époque, l'agence de l'eau Seine-Normandie et l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Donc, ce sont aussi, pour nous, des bailleurs. Puis, l'école ayant commencé, alors la première promotion 2009-10, ils étaient 10, 2010-11, ils étaient 12, 11-12, ils étaient 15, et ça, c'était monolangue, puisque nous sommes une chaire qui enseignons le programme en parallèle en français et en anglais. Donc la première promo, vu que c'était le début, ils ont dit ok, on prend que des francophones. La deuxième, ils ont dit bon ben on va faire le pendant, on va prendre des anglophones. Donc ils ont premier côté, on était sur l'Afrique de l'Ouest. Deuxième session, l'Afrique de l'Est. Troisième session, on a dit bon alors on recommence en français. Et puis, à partir de 2013, les bailleurs, ils ont dit, bon, écoutez, c'est bien beau, mais vous ne pouvez pas faire tous les pays en parallèle. Donc, on a commencé à avoir une promotion francophone et une promotion anglophone. À ce moment-là, est rentrée comme bailleur l'Agence française de développement, qui a dit, tiens, c'est pas mal ce qu'ils font, le transfert de compétences dans les pays du Sud, nous, ça nous intéresse, donc on veut bien mettre de l'argent. Mais on va poser des contraintes. Alors, les contraintes, c'est pour le premier paiement, on va dire, il nous faut des pays subsahariens. Les autres, on ne donne pas de bourse. Donc, on a recruté des gens qui venaient de pays subsahariens. Ça a duré jusqu'en 2015. En 2016, ils ont dit, bon, alors, les subsahariens, c'est bien, mais maintenant, on veut des Asiatiques. Donc, nous sommes partis du côté du Pakistan, de l'Inde, du Vietnam, du Cambodge, voilà. Et aujourd'hui, donc 2009-10, ils étaient 10. La dernière promotion, la 8e qui est en cours, ils sont 50. Mais pourquoi sont-ils 50 ? Parce qu'il y a des fonds, il y a des bourses. Contrairement aux jeunes filles que j'ai entendues, l'exposé était très intéressant. J'aurais bien aimé participer à ces journées parce qu'effectivement, c'est très intéressant de se regrouper, de montrer aux gens ce qu'on est capable de faire et là où on veut aller. Et c'est vrai, quand on est jeune, c'est compliqué. Nous, c'est un petit peu plus facile puisque alors on ne les appelle pas des étudiants, nous les appelons des auditeurs parce que la moyenne d'âge est de 40 ans. Ce sont des gens qui sont tous ingénieurs minimum, qui ont Bac+5, voire il y en a qui ont fait des thèses, des doctorats. Et ils viennent, si vous voulez, se former dans notre chaire sur un master spécialisé, parce qu'il a fallu lui mettre un nom de diplôme, pour apprendre en fait un management à 360 degrés. C'est-à-dire qu'ils ont un projet, mais un projet, il va se construire avec des finances, avec des relations humaines, avec la sécurisation des ressources, avec une stratégie, un benchmarking. Donc en fait, ils viennent 13 mois, ils reprennent les cours, c'est très dur pour eux, parce qu'ils ont des familles. Ils ont un directeur sur le dos qui le soir les appelle en leur disant la conduite elle a cassé, il faut que tu appelles tes équipes parce qu'ils n'y vont pas. Et en plus, nous, on leur demande ça de travail. Donc, ils ont tous l'impression, en arrivant à Montpellier, que c'est un peu les vacances. Après la première semaine, ils se rendent vite compte qu'en fait, ils n'auraient jamais dû remplir leur dossier d'application et jamais arriver, en fait. Parce que c'est plus l'enfer qu'autre chose. Et donc, pourquoi je parlais de fonds ? C'est parce que notre diplôme coûte très cher. Vu que ce sont des ingénieurs, des managers, des chefs d'équipe, des sous-directeurs, mais on doit leur maintenir un train de vie. Donc, on les loge, on les nourrit, on les déplace, et on leur donne de l'argent en poche. Plus les frais de formation. Donc, les bailleurs mettent beaucoup d'argent sur la table pour ces gens.
Donc, ils attendent un retour. C'est-à-dire que quand ils rentrent dans leur pays, les plans d'action qu'ils ont préparés, c'est-à-dire ils arrivent en disant moi, je veux construire une station d'épuration, moi, je veux améliorer mon système de gestion clientèle parce que mes compteurs, ils sont pas raccordés, parce que j'ai trop de factures impayées, parce que j'ai trop d'eau qui part de partout et que ma société perd de l'argent. Maintenant, on va être derrière eux avec un tracking de benchmarking en disant voilà, tu as dit ça, tu l'as dit à ton DG, mais au bout d'un an, t'en es où? Parce que le retour sur investissement, il est très important. Le transfert de capacité, il est très important. En fait, nous, ce ne sont pas des profs qui viennent enseigner, ce sont des professionnels. Des professionnels de l'eau, des professionnels de la finance, des professionnels de la gestion humaine, des relations. Enfin, on a des gens de Suez, évidemment, on a des gens du GRET, on a des gens de BRL. Est-ce qu'on a des gens d'AgroParisTech? Est-ce que tu peux Très nous faire peu. un focus finalement Très sur peu. le En fait, lien avec la recherche et la alors, formation? nous sommes aussi une chaire de recherche. Alors, je ne veux pas trop m'étendre parce qu'en fait, ce n'est pas trop mon domaine de compétence, je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais effectivement, associé à nous, il y a une chaire de recherche dans laquelle, en fait, on finance des thèses, on finance des doctorants, que ça soit à Montpellier ou que ça soit sur le terrain. Actuellement, on a une doctorante, elle est au Bénin, on lui a demandé de faire un travail sur l'assainissement parce qu'on veut développer, on va dire, un volet bien plus assainissement pur. Parce que on va dire, les managers, sur 50, il n'y en a que 10 qui font de l'assainissement. Les autres font de l'eau et l'assainissement. Bon, il y en a certains, ils sont plus financiers ou plus commerciaux. Donc eux, ils ont un petit peu plus de mal que les autres, mais ils sont plus forts dans certains domaines. Après, chacun voit un peu ça. Et quand vous dites qu'il y a une thèse, est-ce que du coup, ce partenariat formation professionnelle, on est vraiment sur un ancrage professionnel, a été, lui, un terreau pour développer des actions de recherche sur les pays du Sud? Est-ce que finalement... ça ne fait pas cet effet d'appel avec un réseau de territoires et de collectivités? Ça commence parce qu'en fait, sur le dernier partenariat qu'on a eu avec l'Agence française de développement, ils ont dit, bon, maintenant, ça fait 12 ans que vous êtes là, vous en êtes à la 8e promo. Nous, maintenant, on vous finance, mais vous devez aller dans les pays du Sud et former des formateurs. Donc, dans le parcours professionnel du master spécialisé, il y a ce qu'on appelle une immersion étude de cas. Donc, ces immersions, elles sont obligées... Si je parle trop, vous me le dites, parce que... On rassemble des moutons à 5 pattes et qui sont en plus passionnés. Donc forcément... quand j'entends mon directeur qui en parle, voilà, donc j'essaie. Parce que s'il était là, je vous dis, à 18h, vous êtes encore. Mais oui. Non, ce que je veux dire, c'est que nos managers vont sur le terrain, et je pense que la personne qui parlera des partenariats va aussi en parler. On commence à vraiment mettre en place des partenariats avec des universités sur place. C'est-à-dire qu'au Ghana, ils ont travaillé avec la Kwame Nkrumah Université de sciences et technologies. Là, en ce moment, ils sont à Dakar, ils travaillent avec l'unité Cheikh Anta Diop. Quand ils vont à Singapour, alors Singapour et le Maroc, c'est un peu différent parce que nous avons mis en place un autre partenariat puisque notre bailleur nous a dit « Oulala, il faut faire du management ». Donc, nous sommes en partenariat avec l'ESSEC. En tout cas, c'est une belle ouverture sur le monde, en fait. Oui. Et sur ces partenariats internationaux, ancrés sur la formation. Disons que par rapport à des chaires, on va dire, françaises, nous, on est plus une chaire internationale. On ne travaille pas en France. Merci pour ce témoignage, Sandra. Tu as une connaissance bien plus qu'administrative de ta thèse. J'ai commencé là, mais voilà, maintenant. Et ce que je voulais juste rajouter pour les jeunes filles, la communication est très importante et l'ouverture sur le réseau est très importante. C'est moi qui gère le LinkedIn de la chaire. Et quand je vois passer des CV de jeunes ou des actions comme ça, je les partage sur le nôtre. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent, qui nous regardent, et je pense que les connexions se font comme ça. Et je trouve que c'est important. Des fois, il y a des gens qui me font le petit smiley interrogatif, mais pourquoi elle a partagé ça? Mais effectivement, ça n'a peut-être pas de rapport. Mais vu que ce sont des jeunes qui sont en demande, je me dis, il y a peut-être quelqu'un dans notre réseau qui va pouvoir les aider. Bon, vous savez à qui envoyer votre CV pour aller faire le tour du monde? Vous pouvez. Est-ce que Vivien Vergès nous a rejoint? Est-ce qu'il est connecté? Oui. Bonjour Vivien. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Merci d'être là. Est-ce que vous avez pu assister aux différents retours d'expérience?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, si vous voulez, moi, je peux voilà, intervenir vraiment du petit bout de ma lorgnette, hein. Donc, je suis responsable des contrats de recherche au sein du service de valorisation de l'ENS de Lyon. Et bah, déjà, je vais remercier Hervé hein, de m'avoir invité à voilà, vous écouter et puis peut-être un petit peu apporter quelques précisions sur mon point de vue. En fait, je représente vraiment les petites mains administratives qui vont intervenir une fois que voilà, que les grands axes scientifiques et puis les volontés seront là. Et nous, en fait, ce qui est très important déjà, c'est d'être un peu en amont de ces projets pour comprendre le jour où vous viendrez dans nos bureaux pour comprendre ce qui se passe en fait. Alors, c'est très important d'arriver à ce moment très en amont pour vous orienter vers les bonnes questions. Alors, très concrètes hein, pour les services qui interviendront. Les questions concrètes, ça va être c'est un petit peu ce que l'intervenante avant, Sandra Séchin, il me semble, a précisé. Enfin, c'est les aspects concrets. Donc, ça va être quelle tutelle, qui veut se mettre ensemble, qui veut contracter ensemble, quels moyens vont être mis dans le projet. Donc, dans le cadre d'une chaire, ça va être... Enfin, à l'ENS de Lyon, on n'a fait qu'une seule chaire, en tout cas que j'ai vu passer et qu'on a monté dans notre service. C'est une chaire publique-privée avec un industriel IFPEN et un laboratoire de l'ENS. Et donc nous, on faisait la chaire visait à faire à la fois de la recherche et de la formation. Et donc financer, il me semble, une ou deux thèses par an, avec des personnes, des industriels qui venaient donner des cours également. Voilà, et donc elle est encore en cours, cette chaire industrielle. Mais du point de vue administratif, ça a été étonnamment très rapide à mettre en place parce que il n'y avait pas énormément d'interlocuteurs. Et puis au niveau du site, nous on se connaît relativement tous hein, au niveau des services qui vont intervenir pour la validation et le montage juridique, financier de la thèse. Tout le monde se connaît, donc c'était assez simple de nous mettre autour d'une table et puis de dire voilà, les scientifiques et puis les industriels veulent faire ça, donc comment on va le faire? Donc nous on a... Je ne sais pas si vous voulez que je rentre vraiment dans les aspects très... Je ne sais pas s'il faut rentrer dans le détail, mais ce que j'entends, c'est que évidemment, on boucle pas l'aspect administratif une fois que le projet est posé. C'est-à-dire qu'il faut évidemment aborder ces aspects administratifs en amont. Et ce que j'entends aussi au travers des 3 exemples et de votre intervention, c'est qu'il n'y a pas un modèle ni organisationnel ni administratif de la chaire et qu'on rentre finalement dans de la contractualisation. Et est-ce qu'on a finalement une forme de souplesse, y compris avec l'ENS ou des universités on est dans de la contractualisation, c'est bien ça? Oui, tout à fait. En fait, nous on l'a vu vraiment comme ce qu'on appelle des contrats de collaboration. Un petit peu ceux qui font du montage de projet avec l'ANR, c'est les contrats de consortium. C'était exactement ça, sauf qu'il n'y avait pas de financeurs publics, il y avait voilà, des tutelles, donc des établissements, des agences de recherche qui contractualisent avec un partenaire privé. Et on organise tout dans le contrat, c'est-à-dire quelle sera la gouvernance scientifique, politique, qui apporte quoi, quels moyens dans le temps, quels sont les résultats, comment on valorise les résultats, etc. Et ça, ce qui est super, c'est quand les administratifs qui doivent rédiger, qui doivent comprendre le projet sont là dès le début pour que ça aille beaucoup plus vite déjà, parce que ça peut être très long. Et puis permettre aux chercheurs vraiment de concrétiser et de bien faire comprendre à leur tutelle ce qui va se passer, ce qui se passe. Et je pense que nous,
voilà, on a peut-être réussi à faire cette chaire industrielle parce qu'on a été mis très, très tôt dans la boucle. Voilà. D'accord. Et est-ce que vos services sont des supports aussi pour faire se développer ces projets-là? C'est-à-dire, est-ce que vous allez chercher des moyens complémentaires? Enfin, est-ce que vous accompagnez les partenaires pour aller chercher des moyens complémentaires, ou est-ce que c'est plutôt la traduction de leur volonté, de leur projet? C'est les deux. Disons que c'est les deux. Alors, vraiment, je vais parler de l'ENS parce que mais c'est pas... c'est juste cette vision qu'on a, qui vient juste de notre établissement. Les services valorisation et ingénierie, on centralise les rapports avec les industriels, avec les personnes privées. Ce qui fait qu'on a une grande base de contacts, de données, de rapports. On a un peu une porte d'entrée pour les collaborations au sens très large, public-privé. Donc, comme là, je parle d'une chaire public-privé, c'est vrai que nous, on était assez... on peut aussi mettre en contact, on peut aller chercher des fonds, on a aussi une mission mécénat, on a un incubateur, voilà. Mais c'est pas... je parle vraiment que de l'ENS, je ne sais pas comment ça peut se passer ailleurs. Et puis, Merci. Merci pour ce témoignage-là et cet éclairage avec le volet administratif. On arrive un peu au bout de notre table ronde. On voulait vous remercier pour vos témoignages. Et moi, ce que je ressens, c'est que dans tous les cas, ça a quand même été la volonté d'un acteur non académique de travailler avec soit les organes de formation, mais aussi avec la recherche. Et je pense que ça résulte, en tout cas dans les projets qu'on a partagés ici, qui ne sont peut-être pas des chaires académiques, mais qui sont des chaires plus transversales, elles ont été impulsées par la volonté d'acteurs praticiens d'investir avec la recherche, avec la formation. Et si ce n'est faire de la recherche, c'est innover ensemble dans les modalités de collaboration en fonction des besoins du territoire et en fonction des capacités des scientifiques à répondre. Donc on voulait vous remercier, puis je voulais laisser le mot de la fin au président d'H2O. Merci Élodie. Et c'est vrai qu'il faut qu'on discute de tout ça, qu'on ouvre aussi les questions avec la salle, la réflexion. On retient et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire aussi, rien n'est ficelé et il faut partir co-construire avec nos partenaires une stratégie, des fondations thématiques. Je pense qu'on a clarifié aussi ensemble les choses sur la manière dont on peut structurer ça d'un point de vue contractuel. Les expériences que vous nous avez fait partager vont également dans ce sens-là. Vous avez souligné un certain nombre de difficultés et puis également d'opportunités. Sur le terreau lyonnais, on pourrait imaginer différentes entrées. Elles ne sont pas exhaustives, mais c'est quelques pistes peut-être pour ouvrir le débat. On pensait notamment au niveau de la métropole ou des questions autour de l'eau urbaine qui pouvaient être une entrée potentielle. Une autre entrée potentielle, par exemple, ça pouvait être la gestion intégrée des bassins, peut-être plus là, davantage élargie dans le contexte des collectivités territoriales ou des organismes de bassins. Ça pouvait être une deuxième entrée. Une troisième entrée qui est peut-être avec les industriels ou également avec les collectivités sur la question et les enjeux du changement climatique. On a vu que ça, c'était un gros chantier. On le verra aussi cet après-midi sur les boosters, qu'on s'intéresse aux questions de contamination, qu'on s'intéresse à la ressource en eau, qu'on s'intéresse également à la valorisation dans les traversées urbaines ou autres, les questions d'usage. Tout ça fait que ça devient assez central et ça peut être partagé par un ensemble d'acteurs. Donc ça c'est des pistes thématiques, mais on peut en avoir d'autres. Et l'idée, c'est de partir d'une base où on peut construire ensemble. Je réagis à chaud, mais je me dis, nos techniciens de rivière disaient, si vous cherchez un terrain de jeu, venez nous voir. Et là, les scientifiques vous disent, si vous avez une problématique sur laquelle vous voulez travailler avec nous, venez nous voir. Donc il faut favoriser en tout cas les rencontres. On se donne 1 ou 2 minutes pour des réactions de la salle. Ça, c'est un grand chantier de l'année, je pense. Non, c'est les estomacs qui sont en train de parler, mais ils disent rien, ils osent rien dire, les estomacs. Anne. J'avais échangé un peu avec les intervenants de la table ronde. Tu veux venir prendre le micro pour que les interprètes, parce que vous l'avez compris, on a des interprètes aujourd'hui, et qu'ils puissent faire leur travail.
Juste en en travaillant un peu en amont avec les intervenants de la table ronde, je pense qu'en enseignement qu'il faut prendre par rapport à ces thèmes, par exemple, c'est aller trouver un sujet ensemble, c'est aller voir les acteurs, ou les acteurs métropole ou Agence de l'eau, ou CNR, ou EDF, mais sans a priori. Je pensais sur la chaire Eau de Rennes, vous êtes arrivé en disant, ben voilà, nous, on a des compétences. C'est quoi les sujets qui vous intéressent, vous, Eau de Rennes? Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était pas avec une question spécifique des scientifiques, d'après ce que vous m'aviez raconté. Je pense que c'est quelque chose, en tous les cas, c'est un enseignement à prendre, je pense, que j'ai trouvé intéressant pour la communauté de H2O. Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est effectivement, je crois que ça part un des intérêts de ce dispositif de chaire, c'est que ça part d'une volonté d'acteurs. Mais effectivement, il faut aussi à un moment donné qu'il y ait des chercheurs qui arrivent en disant « Ok, moi j'accepte de co-construire et je ne viens pas avec mes sujets de recherche, mes outils, etc. » Mais j'essaie de me dire comment je peux transformer ces questions-là en questions de recherche et me mettre au service, aller chercher les bonnes personnes, y compris quand c'est dans le labo d'à côté, que ce n'est pas la même structure, etc. Ce qui, institutionnellement, de temps en temps, entraîne des petites frictions, pas entre les chercheurs, mais au niveau des institutions. Et voilà, pour vraiment essayer de répondre à ces questions. Donc je crois que ça c'est un des intérêts de cette démarche. Merci Luc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires? Alors je vais reprendre 5 secondes la parole, parce que, mais ça sera très rapide. Par rapport à la présentation qu'a fait Sandra sur la chaire de Montpellier, ce qui me semblait intéressant par rapport à H2O, c'est que tout à l'heure, on vous a montré une carte du réseau H2O, qui est un réseau international avec des praticiens et avec des scientifiques. Ça peut être intéressant de penser la formation aussi un peu dans ce biais. Alors, la façon dont vous avez présenté, je pense qu'il y a des connexions à faire sur comment travailler cet aspect formation internationale en mobilisant nos réseaux H2O qui font des petits à l'échelle internationale. Voilà, c'est pour ça que j'avais trouvé votre facette de chaire intéressante. Merci Anne. Merci Anne pour ces commentaires, ces réactions. Je voudrais remercier vraiment chaleureusement nos intervenants pour ces 3 témoignages vraiment extrêmement intéressants, des belles aventures avec finalement qui devraient nous inspirer également pour notre territoire. J'espère qu'on a pu donner envie et qu'on va imaginer de construire des choses comme ça autour de la coproduction de connaissances. Et puis j'en profite également pour remercier chaleureusement Anne Clément, du Grès, qui nous a aidé à préparer en amont et en aval toute cette table ronde. Donc merci à tous. Merci.